Non, mais merci beaucoup aux intervenants aussi par rapport à tout ce qui s'est dit. Il y a pas mal de choses. Je voudrais bien rebondir sur tout, mais je pense que, plus comme j'ai pas pris de notes, je vais sûrement en oublier. Mais il y a quelques trucs qui ont été dits qui méritent qu'on rebondisse. Sur ce que vient de dire Gérard, je vais commencer par là, comme ça, le compléter, comme ça on ira plonger tous les deux. Donc il a parlé de l'aspect sur lequel on est attaqué, enfin, il est attaqué en correctionnel. On avait déjà été attaqué une première fois à 3, les deux délégués syndicaux, CGC, CGT et lui en tant que secrétaire du CE, sur les mêmes motifs. Et bon, là on avait, parce qu'on a un avocat qui est très bon, on va dire comme ça. Donc on avait réussi à les coincer et ils sont revenus à la charge uniquement sur Gérard. Mais donc il a parlé l'aspect sur la fiscalité, mais il n'y a pas que sur celui-là qu'il a attaqué, il a attaqué aussi sur deux autres points. Et on continue à assumer, puisque c'est la vérité, et on le dit avec nos mots à nous, on dit qu'Unilever assassine les salariés et leurs familles. Et c'est quand Gérard vient de donner les chiffres, 15 000 salariés en France il y a encore quelques années en arrière, et aujourd'hui plus de 2800 salariés, Unilever essaye de se couvrir en disant c'est pas que des licenciements, c'est aussi certains salariés qui ont été vendus et qui ont quitté l'entreprise, qui ont été, par exemple Boursin, l'entreprise a été vendue. Certes, il y en a une partie, mais une très petite partie qui sont dans cette situation-là. Tout le reste, c'est des licenciements, avec tout ce qu'on sait comment ça se passe derrière. Et nous, on l'a vécu de près, puisque nous, en 98, ils ont fermé l'usine du Havre, où on était 152 à travailler et 53 à être descendus ici. La quasi-totalité des salariés qui sont restés au Havre, c'est aujourd'hui certaines, notamment, puisque c'était cette population-là qui a été le plus touchée, les femmes âgées entre 40 et 50 ans, n'ont jamais retravaillé. Ils sont tombés dans la misère, dans la détresse, au chômage, des divorces, dépression, l'alcool, et malheureusement pour certains le suicide, et aujourd'hui ils sont plus là pour témoigner de... Donc nous on continue à affirmer cette partie-là, parce que quand un groupe comme Unilever prend ces décisions-là, derrière c'est un carnage, et c'est des familles entières qui sont décimées à cause des décisions qui sont prises pour enrichir encore plus les actionnaires. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième, alors là celui-là il est un peu plus subtil, c'est qu'on les accuse d'arnaquer le consommateur, puisque sur la matière première, Gérard il a parlé de la partie aromatisation, mais c'est évident que, parce que ce que Unilever fait, les autres groupes font exactement la même chose, c'est évident que quand vous prenez un sachet de thé et que vous le mettez dans la tasse, maintenant vous avez l'impression de boire de l'eau chaude, bah évidemment, puisque par exemple Unilever, quand il y a une dizaine d'années en arrière, dans nos sachets on mettait 2 grammes de matière première, aujourd'hui on n'en met plus qu'1,6 gramme. Alors ils nous disent que c'est pas de l'arnaque puisqu'ils l'ont écrit sur la boîte, c'est écrit sur le sachet, donc si les consommateurs regardent exactement, et puis en plus évidemment ils ont été suffisamment subtils pour le faire de manière progressive, mais donc la réalité c'est celle-là. Nous on recevait en permanence, notamment sur le Lipton Yellow quand on en faisait encore ici, des réclamations consommateurs où les consommateurs ne comprenaient pas pourquoi, pour trouver le même goût qu'ils avaient avant, ils étaient obligés de mettre 2 sachets dans la tasse de thé, alors qu'avant ils en mettaient qu'un. Donc voilà, donc ça c'était pour compléter, comme ça, s'ils nous écoutent, ils avaient qu'à en mettre une tartine. Sur le coût du travail, allez vas-y, on va aller là-dessus. Le coût du travail, ça a démarré aussi là-dessus un peu notre lutte, c'est que au printemps, parce que là on est à 800 jours de lutte depuis l'annonce de la fermeture, le 28 septembre, l'annonce du projet de fermeture, puisqu'on est toujours là, donc l'annonce du projet de fermeture, le 28 septembre 2010, mais au printemps 2010, on avait déjà eu une lutte qui était sur les salaires, les conditions de travail, et aussi, ils essayaient de nous prendre la gestion de notre mutuelle, et on s'est battu d'arrache-pied pour continuer à la conserver et avoir le choix de décider de la mutuelle qu'on proposait aux salariés. Et donc, à cette occasion-là, on avait fait une étude sur l'évolution de nos salaires, puisque systématiquement, on allait en négociation salariale, et on avait un employeur qui nous disait « vous êtes bien payé, vous êtes au-dessus de la moyenne, donc vous plaignez pas », et on nous comparait, enfin, on nous faisait systématiquement des projections en comparaison avec l'indice INSEE. Et donc, comme malheureusement, il y a encore quelques années en arrière, on avait notre propre indice à la CGT, et ce qui nous permettait de lutter d'armes à égal avec l'employeur sur les domaines des chiffres. Ça, cet outil-là, on ne l'a plus. C'est malheureux, mais on ne l'a plus.
Donc on s'est dit, on va regarder un petit peu, en regardant sur un autre critère. Et on s'est fixé de regarder l'évolution de nos salaires par rapport au SMIC. Et donc on a pris le SMIC en 89 et les salaires des salariés de Fralib en 89. Et à l'époque, c'était l'évolution, c'était jusqu'en 2009. Et on a regardé en 20 ans ce que ça avait donné. Et on s'est aperçu que quand un salarié, un opérateur ou une opératrice de Fralib, en 89 rentrait dans l'entreprise, il était rémunéré 65% dessus du SMIC. Et quand on est arrivé en 2009, on n'était plus qu'à 3,5% dessus du SMIC. Voilà. Et ça, systématiquement, alors je ne parle pas, quand je vous dis opérateur, ça il me reprend, je parle l'opérateur d'aujourd'hui qui est au coefficient sur 70. Si on prenait au plus bas de l'échelle, plus on prenait en fonction de l'échelle, la tendance était plus ou moins importante. Mais l'échelle, ça. Si dans le même temps, on pourrait se dire, bon, mais, ils ont perdu en productivité, mais ce n'est pas le cas. En productivité, quand il y a 20 ans en arrière, il y avait 2 usines de production avec un effectif qui était quasiment le double, les productions étaient à l'identique à 2009, les 2 usines réunies. C'est-à-dire on faisait un Gemenos, l'équivalent des 2 usines réunies, Gemenos et Le Havre en 2009. Donc on a bien vu, on a fait la démonstration qu'au niveau du salaire, et c'est ce qui explique que quand on regarde au niveau des chiffres, sur 3000 tonnes, 1000 tonnes suffisent à amortir les coûts, et les 2000 tonnes c'est pour envoyer dans les poches des actionnaires. Donc ça c'est sur la partie de ce qu'eux ils appellent le coût du travail. Moi je préfère l'expression prix du travail, ça me paraît beaucoup plus... mais ce qui serait intéressant, c'est que certains s'intéressent, ce qui est vraiment le fléau du système, qu'on s'intéresse au coût des actionnaires. Voilà. Et là on s'apercevrait que si on les élimine, ceux-là ils ne sont pas nombreux en plus. Donc on élimine cette partie-là et on sera... tous ceux qui font vivre et qui sont les créateurs de richesse, on aura moins de difficultés à continuer à travailler. Donc ce que je voulais dire sur 2-3 interventions qu'il y a eu, il y a un moment donné, il y avait comment on fait pour corriger le système. Alors nous on a une expression, même si on peut rêver tous du grand soir, hein, mais quand même, nous ce qu'on dit, on l'a dit X fois, pour nous, le capitaliste, il est ni amendable, ni réformable. Voilà, c'est pas compliqué. Alors maintenant, il faut faire avec. Alors, donc c'est pour ça qu'on essaye de se battre et on propose d'autres solutions. Mais quand même, il faut quand même qu'on soit bien d'accord sur cette partie-là pour qu'on puisse avoir le même idéal et qu'on puisse porter vraiment une autre société. Parce que sinon, si on ne se le dit pas, on va faire comme et certains qui sont aujourd'hui aux manettes, essayent de nous faire avaler la pilule, essayer de mettre des pansements sur des hémorragies et sur des grosses artères qui saignent, donc on ne va pas y arriver. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit bien clair. Après, nous, sur la lutte, Gérald l'a dit aussi, et ça a été dit par Hélène au départ, nous, on n'est pas parti au départ avec l'idée, on va créer une SCOP, ça s'est venu, ça s'est construit tout doucement. Mais il y a des choses qui font que c'est bon, la lutte qu'on est en train de mener, mais les luttes précédentes qu'on fait, que ça met ce contexte-là. Le syndicat, il n'a pas eu, et les salariés, le poids des salariés de Fralib Gemenos dans les décisions d'entreprise, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est ceux qui étaient aussi, même avant nous, qui ont créé le syndicat, qui ont œuvré là-dessus, et c'est toute une histoire qui fait qu'on a pu démarrer comme ça. Je dis ça parce qu'en fait, quand on regarde comment ils présentent leur projet Unilever le 28 septembre 2010, simplement sur l'histoire de l'outil industriel, quasiment dès le départ, dès le 28 septembre 2010, l'outil on l'avait. Quasiment. Pourquoi on l'avait? Parce qu'ils savaient très bien, quand on dit il n'y aura pas un boulot qui sortira d'ici, qu'il n'y aura aucun boulot qui sortirait d'ici. Ils savaient très bien à qui ils avaient affaire. Alors, dans leur projet, dès le départ, hormis 6 machines, il était prévu que les machines, ils ne les récupéraient pas. Alors bien sûr, ils ne s'étaient pas les céder à l'euro symbolique, ils voulaient essayer de les monnayer. Et pourquoi? C'est parce que dans toutes les luttes qu'on a menées, systématiquement, on leur a répété, il faut qu'il y en ait un. Simplement, s'il y en a un qui a l'imagination d'essayer de nous fermer, ça va vous faire tout drôle. Donc aujourd'hui, ça a fait tout drôle, ça nous fait tout drôle à nous aussi, parce que ça fait 800 jours que ça dure. Donc on s'en passerait bien, on n'est pas rentré, on ne voulait pas partir en lutte pour
pour avoir une ligne sur le Guinness des records, hein, c'était pas l'objectif, mais les luttes, ce que je veux dire, c'est que toutes les luttes et tout ce qu'on a fait dans le passé ont servi à la lutte qui est en cours. Sur le chemin qu'on a pris pour arriver à aujourd'hui le projet de Scope, quand au départ on lutte, on dit, annonce de la fermeture, on dit nous, on lutte pour le maintien de l'outil industriel et nos emplois. Rapidement, on présente un projet dès le 3 janvier 2011 qui est pour une solution alternative. Et pendant toute une période où on construit tout ça, on fait le tour des collectivités locales pour avoir des soutiens, où avec nos experts on essaie de travailler d'abord pour faire la démonstration que l'outil industriel il était rentable, productif et qu'on pouvait continuer à travailler avec notre outil. On est longtemps, hein, quasiment pendant un an dans cette construction-là, où nous on dit sur la partie juridique, on ne sait pas trop où on va aller et on s'interdit rien, y compris même une forme qui n'existe pas forcément aujourd'hui de société. Et à côté de ça, on a nos exigences par rapport à ce qu'on veut obtenir sur le maintien d'outils industriels et nos emplois, et comment on veut y aller, avec quel type de produit, etc. Tout ce qui a été dit aujourd'hui par Gérard tout à l'heure. Donc là-dessus, c'est naturellement qu'on est arrivé sur la situation de proposer une forme juridique sous la forme de Scope, puisque c'est la forme qui, pour nous, par rapport aux exigences qu'on porte et par rapport à l'idée qu'on se fait de comment on va reprendre l'entreprise, qui est la forme juridique aujourd'hui qui existe, la plus proche des exigences qu'on porte. Donc c'est de cette manière-là qu'on l'a abordé. Sur la forme SCIC, celle-ci aussi, et on ne l'exclut pas, bien au contraire. D'ailleurs, Elodie avait été à rencontrer à la région Poitou-Charentes l'expérience de l'IS. On a avec la région aussi déjà évoqué cette partie-là. Nous on fait le choix plutôt de démarrer par la Scope et peut-être après y arriver, et tout le contexte y est, puisque le lien sur les possibilités des collectivités de s'inscrire dans les SCIC il y est, puisque les plantes aromatiques et médicinales ici dans la région, il y a vraiment quelque chose à construire avec ça, donc nous, ça nous intéresse de le travailler. Donc c'est peut-être l'évolution qu'il y aura après, mais d'abord il faut qu'on en soit le début, qu'on obtienne ce qu'on veut et qu'on démarre l'activité. Je conclurai là-dessus. Le premier slogan c'était il n'y a pas un boulon qui sortira d'ici. Maintenant, il faut qu'il y ait des sachets qui sortent de là. Rebonjour à tous, après cette pause. Donc, on m'a demandé de faire la présentation de la suite du deuxième atelier, donc, qui est la création et reprise en coopérative, enjeux, écueils et réussite, tout un programme. Donc, nous aurons deux intervenants. Donc, monsieur Benoît Boritz, journaliste du magazine Regard, président des associations pour l'autogestion, et monsieur Philippe Levaillant, ancien chargé de mission de la CG Scope, des formations et des ressources humaines.